Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le seul magazine qui réunit tous les pans de la culture geek et ce en 52 minutes. Hormis toutes les surprises qu'on vous a réservées pour cette émission, laissez-moi présenter la team de choc, l'indéboulonnable Rurik Salé, notre expert cinéma, la craquante Carole Quintet, notre experte manga et newbie dans l'émission. Et celui qui me rend fou avec ses cheveux grisonnants, mon Dieu qu'il est beau, Joe Hume, notre expert série télé. Et pour nous accompagner pendant 1 heure, le non moins séduisant, Davy Mourier. Davy qui est passé par le web, tu es peut-être un des premiers créatifs web dont j'ai vu une partie de l'anatomie en vidéo, on est d'accord? Ah, vu comme ça, oui, sûrement. Ouais, voilà. Ouais. Un des premiers à poil sur Internet, c'est moi. Voilà. C'est lui. Avant YouTube. Ouais, allez, le temps de se téléporter autour de la table, voici le sommaire. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la série Suits, une enquête sur le manga City Hall, suivi de notre débat The Thing de John Carpenter, Yumi pour sa rubrique cosplay, un nouvel épisode du Geektionnaire, Fred et Seb qui s'attaquent à Il était une fois la vie. Nous continuerons avec Juliette Je t'aime, le petit précis de culture japonaise d'Erel. Et aujourd'hui, notre invité n'est autre que le comédien et scénariste Davy Mourier. À son actif, des vidéos folles cumulant des millions de vues, des BD qui cartonnent en librairie, dont La Petite Mort, des textes pour des humoristes comme la décapante Constance, le blog Bad Strip, et après le carton du Golden Show sur le web, il rejoint la chaîne YouTube Golden Moustache où ses apparitions sont relayées sur W9. En fin d'émission, ce sera lui d'élire le chroniqueur le plus convaincant. C'est le moins fainéant d'entre nous puisque sa rubrique commence à partir des Frères Lumière. Tout de suite, rubrique cinéma avec Rurik. Le train est-il arrivé en gare de La Ciotat? Je sais pas car je suis parti avant, peureux comme je suis. C'était la période où les trains arrivaient à l'heure. Ouais, c'est vrai. Oula, c'est vieux ça. Hein. Et c'était pas cher les billets de train aussi à cette époque. Mais d'ailleurs, j'ai absolument aucun enchaînement. Aucun enchaînement. De faire un enchaînement on le fait quand même, on parlait de peur. Et bien un petit film qui fait peur. Tiens, quelques extraits que Jean-Christophe va nous balancer. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. The Thing, hein, toute chose n'est-elle pas une chose après tout. The Thing, qui est l'un des plus grands films de John Carpenter, c'est très simple à dire puisqu'il a quasiment fait que des grands films, pas tout, mais on va dire une bonne moitié, un bon 2/3 de sa filmographie. Et alors Jean Charpentier, il a créé Halloween, il a fait New York 97, il a fait Prince des Ténèbres, il a fait des Jack Burton à Griffe du Mandarin, il n'a pas fait la suite de New York 97 qui est vraiment... c'est lui. S'il vous plaît, c'est ta rubrique. Et là, c'est très marrant que t'en parles parce que Carpenter, dès qu'il lui donne beaucoup d'argent, il fait des films qui marchent pas. Ah. Et d'ailleurs, alors qui sont parfois très bien, comme The Thing, mais qui marchent pas en salle. Lui, quand ça marche, c'est quand c'est cheap. Il a besoin d'être un peu cheap. Et parce que c'est un gars en fait qui fait toujours des histoires de personnages enfermés dans des trucs hyper étouffants, comme The Thing, comme Assaut, comme New York 97, qui sont enfermés dans une ville comme ça. Et The Thing, c'est quoi? C'est l'histoire de Kurt Russell, qui a une grosse barbe, on l'a pas reconnu, mais c'est lui, qui avec ses potes sont dans une base comme ça, dans un truc qui fait froid, peu de nord, peu de sud. Et au bout d'un moment, il trouve une espèce de quelque chose de bizarre, j'ai un peu oublié, un glaçon voilà. géant. Et dans ce glaçon, non, c'est pas ça le truc. Si, c'est ça, on va dire que c'est ça. Il le ramène dans la base. Il y a des morts, ouais, c'est ça. Il y a des morts. Ça ramène des morts. Alors tout de suite, il va nous le cinéma faire avec Davy.
J'ai vu la version de G.I. Joe il y a pas longtemps. Ah, c'est ça, ouais. Elle est géniale, c'est le clip de Zombie. Bah oui, Peut-on repartir sur le pitch avant de Non, ce qu'il faut, G.I. Joe dire, c'est comment le film commence. Parce que là, vraiment, c'est tout le film est là-dedans. Dans l'ambiance, on Le ferme film nos yeux. commence, voilà, ça se passe donc dans des étendues de neige à n'en plus finir. Il y a un hélicoptère qui poursuit un chien. Genre les deux Alpes quoi. Voilà, et qui lui tire dessus, et on ne sait pas pourquoi il tire sur ce chien. Et ce chien C'est trouve dégueulasse, refuge on s'en prend toujours dans aux une base. Donc les mecs le récupèrent, Kurt Russell et ses potes. Ah, il est mignon, toutou. Et l'hélicoptère arrive, les gars parlent dans une autre langue, donc personne ne sait ce qu'ils sont en train de dire, et ils n'arrêtent pas de tirer sur le chien. Donc les mecs de la base, Kurt Russell, les prennent pour des ennemis, donc les tuent. Donc on ne sait pas pourquoi ils poursuivaient ce chien. Et pendant ce temps-là, il y a le chien qui regarde la scène avec une gueule. Tu as l'impression que c'est un acteur et qu'on lui a dit, voilà, tu regardes avec ce regard-là. Mais tu pas un penses acteur ça. C'est hallucinant. Il est décédé. Ce chien est décédé il n'y a pas longtemps, voilà. Et pourquoi? Parce que ce chien, en fait, est porteur d'un virus. Un virus qui prend, un petit peu comme l'invasion des profanateurs, l'apparence de tout ce qu'il veut. Un chien, un David Fressino, un David Mourier, enfin, que des trucs bizarres comme ça. Ouais, C'est un virus Voilà. parasite. Voilà. Et en fait, dans cette base où ils sont enfermés complètement par le froid, ils ne peuvent pas sortir, c'est horrible, ils vont se retrouver confrontés à une espèce de paranoïa, puisque les gens qui sont en face de moi sont-ils vraiment eux-mêmes ou sont-ils des doubles? Et alors pourquoi c'est intéressant de parler du chien? Parce que le chien c'était un chien, un demi-chien loup, enfin non, c'était un chien loup qui était hyper sauvage sur le tournage. C'est vraiment l'un des meilleurs acteurs du film. Ils sont tous incroyables, mais ce chien, t'as l'impression qu'il est possédé. Et en fait, Carpenter raconte que à chaque fois qu'il devait tourner une scène, tous les membres de l'équipe devaient, déjà une équipe très très réduite pour pas l'énerver, ils devaient s'asseoir, ils faisaient rentrer le chien dans la salle et le chien allait voir tous les personnages un par un, tous les acteurs, tous les techniciens pour dire bon, celui-là je l'ai identifié, et là il pouvait commencer à tourner. Sinon le chien s'énervait et c'était quand même un chien loup. le Alain Delon canin. Voici un peu de ça. Qui sont-ils? Et c'était un chien de dingue qui faisait flipper. Et il y a même des plans incroyables où la caméra le suit pendant 20-30 secondes et jamais le chien ne regarde la caméra. Le chien allait exactement là où il fallait qu'il aille. Il marchait comme ça. On lui avait dit d'aller dans cette pièce-là. Il allait dans la pièce. C'est incroyable. Est-ce que du coup, le fait que Carpenter il filme toujours très très large, ça Ouais. joue aussi dans l'atmosphère? Carpenter, il tourne en cinémascope, bien sûr, et il y a tout le temps un côté panorama. Alors c'est marrant parce que ces grosses étendues, alors que c'est dans un endroit très confiné, ça donne un truc très étrange à la Carpenter. C'est vraiment un film hyper flippant sur la paranoïa. Il y a très peu de choses, comme d'habitude dans Carpenter. Il n'y a pas des monstres partout. Il y en a un à la fin qui est bien dingue, qui est fait par Stan Winston. On peut peut-être voir d'ailleurs. Alors quand je vous dis la créature, c'est l'une des créatures, puisque là, en fait, il a imité l'un des personnages de la base. Mais ça aurait très bien pu être quelque chose d'autre. The Thing, elle est protoïforme, s'appelle The Thing parce que ça ressemble à tout et à rien. Il n'y a pas de le monstre à tête de, il y a tête de que dalle. Si on jamais. Pas d'explication sur l'origine de la créature. Il n'y a pas d'explication. On vous dit pas la fin, mais c'est un film très nihiliste, très triste. Mais peut-on parler de l'horrible remake? Ah justement, j'avais posé la question, ouais. c'est pas bien du tout. Bah, alors c'est marrant parce que c'est présenté comme une préquelle et en fait c'est un remake. D'accord, c'est la même chose, avec une fille dedans. Avec une fille dedans. Je crois qu'il y a un seul truc un peu rigolo, c'est qu'à un moment ils vont dans le vaisseau spatial qui est censé être le truc des aliens. Mais ça c'est vraiment l'envie d'en dire toujours plus, alors que Carpenter a compris que c'est pas la peine de dire les choses, il faut laisser le mystère. En fait il est sans intérêt. C'est d'autant plus flippant si on sait pas d'où ça vient en plus. C'est d'autant plus parce flippant. Que Carpenter suggère alors que là c'était vraiment... Bah ouais, parce que là, Carpenter, tu voyais la gueule d'un mec. Exactement. Il suffisait que tu le vois qu'un mec pour dire est-ce que c'est bien lui, point barre quoi. Et c'était déjà flippant. Il y a une scène de Prince Kurt des Russell. Ténèbres fonctionnait comme ça beaucoup avec le héros. Ah ouais, avec le méchant. Prince des Ténèbres, il y a rien dans Prince des Ténèbres. Mais il y a une scène où Kurt Russell, il tient un flingue et il dit à tous les autres non, vous allez pas me. Moi, je sais que je suis pas la chose, mais vous, je sais pas qui vous êtes. Et là, t'as un plan sur tous les mecs de la base qui ont tous des passe-montagnes, des trucs, et tu vois juste leurs yeux. Et c'est horrible, parce que tu dis putain ça pourrait être lui, ou lui, ou lui. C'est incroyable comme film. Il n'y a vraiment pas grand chose, il est très fort dans l'art du rien du tout. À part l'une des premières scènes du film où Kurt Russell est en train de jouer aux échecs sur un espèce d'ordinateur hyper daté, c'est le seul truc où tu peux te dire ah c'est un vieux film. Parce que sinon le reste, tu vois, ils sont hors du temps. Ils ont des grosses barbes parce qu'il fait froid, donc c'est pas la mode. Et en fait, tout passe très bien. Le chien n'a pas vieilli, ils ont toujours la même mode, des poils, une truffe. Donc c'est voilà, formidable. Allez, une qui n'a pas vieilli puisque c'est la plus jeune de l'équipe. Tout de suite, on retrouve Yumi avec sa rubrique A Cosplay. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, elle provient d'un livre pour les mangaka. Indice numéro 2, elle a de longs cheveux blancs. Indice numéro 3, elle a des petites ailes sur la tête. Indice numéro 4, elle a plein de rubans orange. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Il est temps pour moi d'accueillir ma nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour Yumi. Donc pour l'instant tu es en civil, donc comment est-ce que je dois t'appeler? Chrysalide. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante dans une école pour devenir mangaka. Je pense que maintenant il est temps pour nous de découvrir ton identité secrète.
tu veux nous parler un peu de ton costume? Pourquoi tu l'as choisi? D'où il vient? Alors, il s'agit de Sana, qui est un personnage qui provient d'un manuel qui s'appelle le manuel du mangaka débutant, qui apprend à écrire et dessiner des mangas. Sana est le personnage principal, et donc elle conduit le lecteur à apprendre à dessiner des mangas. De plus, elle a un amour mais inconsidérable pour le manga. En fait, je me suis tout de suite reconnue en elle, en plus j'ai tout de suite adoré son look. Donc on voit qu'il y a plusieurs parties, c'est surtout du tissu. Alors la partie bleue, c'est un tissu élastique. Vu que c'était des parties assez moulantes, je l'ai pris élastique, ça évite de devoir prendre un système de fermeture. Le noir, c'est un tissu lambda qu'on en trouve absolument partout, un tout petit peu rigide pour les parties qui doivent tenir au corps. Ça permet un certain équilibre entre l'élasticité et un tissu plus rigide pour tenir. Le reste, c'est du biais, du ruban. Pour les lentilles de contact? Alors les lentilles de contact, j'ai commencé il y a environ 1 an. Et en fait, petit à petit, j'ai vraiment pris goût parce que je trouve qu'avoir le regard du personnage, c'est... Je sais pas, c'est vraiment, ça donne une facette du personnage vraiment extrêmement profonde. Et j'ai vraiment très vite pris goût et si possible, dès que j'incarne un personnage, j'essaye d'avoir la couleur des yeux qui va avec. Et donc tu achètes toutes tes lentilles? Alors surtout sur des sites spécialisés. Maintenant les lentilles dans le cosplay, ça se fait vraiment de plus en plus, donc il n'est absolument pas difficile d'en trouver. C'est pas trop gênant? Alors quand on n'est pas très habitué, au début ça peut picoter un peu. Et si on prend bien soin de ses lentilles, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment en prendre soin parce qu'une petite poussière a vite fait de se poser sur la lentille. Donc il y a aussi la coiffe qui est fixée sur ta perruque? Oui. Alors en fait, les espèces de grandes fleurs oranges, ça a été fait avec de la craie à mousse. C'est un peu la matière vraiment super sympa à travailler, c'est léger, ça se coupe vraiment tout seul. C'était la première fois que j'en utilisais et ça a vraiment été une grande découverte pour moi. Les petits cordons, alors c'est des ficelles en cuir, des cordons en cuir. Alors ça, c'est en fait ce qu'on utilise en bas des rideaux, tout simplement. Et ça, c'est un tout petit peu de velours. Ça, ce sont des vraies plumes, dont j'ai pas l'extrémité en noir. Et tout a été assemblé sur serre-tête avec de la colle chaude. Et le collier que tu as autour du cou? Alors ça, c'est de la pâte à rêve. C'est la toute première fois que j'utilisais de la pâte à rêve. Je venais tout juste de découvrir ça. Jusqu'à présent, je fais de la pâte Fimo. Et ça a vraiment été une découverte pour moi. C'est vraiment très sympa, c'est très facile à travailler. C'est vraiment très intéressant comme matière. Je la recommanderais à tout le monde, même si je sais que beaucoup de cosplayers l'utilisent déjà. Et tu l'utilises comment en fait? Alors en fait, la pâte à rêve, c'est de la pâte à modeler. Et à l'inverse de la pâte Fimo qui passe au four, ça sèche à l'air libre. En général, en l'espace de 8 heures, le résultat est sec. Je pense qu'il est temps de passer à l'astuce du cosplayer. Alors quelle astuce tu peux nous donner? J'aurais surtout des conseils, c'est de ne surtout pas sous-estimer le choix des matières. Déjà, c'est intéressant de tester différents tissus et de vraiment chercher quel tissu prendre pour quelle tenue. Donc maintenant, tu achètes plus tes tissus sur les marchés et tu préfères les magasins spécialisés ou... Je fais les deux en fait, parce que parfois sur les marchés, on trouve vraiment des petites perles. Il y a vraiment parfois des très bonnes surprises, donc il faut surtout pas sous-estimer les marchés. C'est parfois même mieux que les magasins spécialisés. Ça dépend en fait de la chance qu'on peut avoir, mais c'est bien de tenter sa chance là-bas. Et un truc que je voudrais dire, c'est qu'on ne trouve pas forcément le tissu de ses rêves avec le motif qu'il faut, la matière exacte. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à travailler le tissu, à le peindre, le teindre, voire même le brûler, ça j'ai déjà fait. Lui faire subir tout ce qu'on veut, essayer. De toute façon, c'est du cosplay, c'est du plaisir, donc faut essayer, on n'y risque rien. Pour le cosplay de Sana, c'est 6 heures de travail, 3 mètres de ruban, 3 mètres de tissu pour la jupe et 2 plaquettes de craie à mousse. Coupé! Vous m'applaudissez aussi que c'est bon. Je vous rappelle également que vous pouvez commenter cette émission grâce au hashtag plus ou moins geek, le hashtag le plus long du monde, juste pour se faire remarquer par les gens. Vous pouvez aussi aller sur le Geekbook, notre compte qu'on ne peut pas citer puisqu'on ne peut pas citer les réseaux sociaux. Et le temps que moi-même je fasse un petit hashtag, on retrouve le Geektionnaire, 2 minutes, et on se retrouve juste après. Hey, bonsoir et bienvenue dans ce Geektionnaire consacré au Sentai, avec un S. Sentai signifie en japonais escadron de combat et désigne par extension toutes les séries TV nippones consacrées à un groupe de super-héros en costume de combat.
Le premier programme regroupant les codes du genre fut Himitsu Sentai Goranger en 1975. On y trouve la fameuse équipe de 5 valeureux justiciers mettant leurs talents en commun pour vaincre les méchants sur de jolies motobilettes, les gadgets technologiques, les costumes en spandex dont le rouge désigne le chef d'équipe, sans oublier les bruitages cheap, les FX à 2 yens, les explosions dans les terrains vagues et les zooms coups de poing. Puis en 1979 vint la franchise Super Sentai avec Battle Fever J, née de la collaboration entre la Toei, fameuse société de prod nippone, et Marvel. On y retrouve le quintet multicolore, les gadgets, le monstre qui meurt puis qui démeurt en mesurant 20 mètres de plus, sauf que le combat final est effectué par un mecha, un robot géant. Ouh! En France, nous aurons droit en 1985 à Bioman, gros succès engendrant moult descendants tels Turbo Rangers, Fiveman, Jetman, Liveman, Maskman. Haïm Saban, en 1992, occidentalise le Super Sentai pour l'adapter au marché états-unien. Avec l'accord de la Toei, il utilise le Sentai Zyuranger et retourne toutes les scènes de comédie avec des acteurs américains. Ce mélange étrange deviendra Power Rangers, dont le succès phénoménal permettra de vendre plus de 5 milliards de produits dérivés et de créer plusieurs chaînes de télé pour enfants. Des capsules, j'entends rien. Oh, je disais, et moi, je suis un Super Sentai? Non, toi, t'es un Metal Hero. C'est pas pareil. Ah putain, mais les chiens, c'est toujours les mêmes avec leur moule bit fluo là. Moi, j'ai un sidecar, j'ai un dragon robot géant, j'ai une épée laser. Ouais, c'est bon, rentre chez toi, tu vas rouiller. Ouais, c'est ça, ouais. Transmutation. Transmutation. Ah, j'ai plus de piles. Elle a regardé une fois un manga dans sa vie, c'est pour ça qu'on l'a engagée. Carole. Sbim! Un petit sbim, parce que c'est ta première quand même sur ce plateau. C'est quand même ma première, je suis la petite dernière, alors je suis un petit peu stressée, pardonnez-moi. Je vais donc vous parler de Juliette, je t'aime. Tu l'as même pas vu, les pas ouverts. Ouais, celui-là je l'ai pas ouvert, mais j'ai regardé les deux premiers. Titre japonais, alors j'ai pas tout pris. Maison Ikoku. Maison Ikoku. Voilà. C'est un homme qui est trompé par sa femme. Non, du tout. Maison Ikoku. Je me donne le gonzo de la honte. Tu dis n'importe quoi. Donc en fait, j'ai pas pris tous les coffrets parce que bon, j'avais pas vraiment envie de me prendre la tête avec ça aujourd'hui. Ah ben je vois ça. Donc c'est un manga de Rumiko Takahashi. Donc Rumiko Takahashi, c'est une grande prêtresse mangaka. C'est moi les Chinois. C'est bon, Rumiko Takahashi, c'est bon. Il ne faut pas que tu touches des vies. À chaque fois que tu touches des vies, tu es très froide, c'est un peu bizarre. Pourtant, écoute, je suis marseillaise, normalement les marseillaises sont chaleureuses. Bon, bah, je t'en prie, chaleureuses. Donc Rumiko Takahashi, vous la connaissez peut-être, c'est la créatrice de Ranma 1,5. Yes. Vous connaissez Ranma 1,5? Moi, j'aime pas les gens qui font les choses à moitié. Exactement, garçon, fille, voilà, exactement. Je te donne un Kermit, parce que tu as bien travaillé. Maison Ikoku sort au Japon en 86 et en 88 au Club Dorothée. Donc Dorothée, Ariane, Corbier, Jackie, Patrick. Et Bernard Minet au générique. Et Bernard Minet, voilà, au générique. D'ailleurs, il y avait pas mal de séries en 88 qui avaient droit à leur générique de Bernard Minet. Et d'ailleurs, on peut peut-être balancer le générique. Balance Bernard Minet. Générique. La potion des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Donc, The Thing de John Carpenter. Extrêmement violent visuellement. Le chien est dans l'écran. Oui, c'est Maxime, on va en Il y a un parler. chien très important aussi. Il joue très bien le chien. Juliette, je t'aime. Elle était jolie, Juliette. J'étais amoureux de Juliette. C'est bien toi. J'aimais beaucoup Juliette. Juliette était hétérosexualité, donc je regardais pas. C'est les mêmes visages que dans Ranma 1,5. C'est vraiment exactement ça, le c'est même le- cara design. Bah, écoute, la caractère design, c'est Akemi Takada. Elle avait fait aussi quelques OVA de Krimi Mami. Elle a fait une ou deux omelettes qui étaient pas mal d'ailleurs. Quelques omelettes qui étaient pas mal. Elle a fait des fraises Tagada aussi. Exactement, des fraises Tagada, des Krimi, des On en a plusieurs ou pas des... J'ai déjà deux gonzos, hein. Hop là. Oui, mais c'est pour vous, hein. Moi, c'est pas pour moi. Ah Parce ouais. que moi, regardez, Tu me les donnes comme ça. on m'empêche de parler. Alors, on va quand même Le vous pitch, présenter un le petit pitch. peu l'histoire. Donc, Juliette Rosier, n'est-ce pas, nom français, débarque à la pension des Mimosas pour reprendre la gérance de cette pension très particulière parce que son papa donc part à la retraite. Et donc, elle va rencontrer des personnages un petit peu loufoques qui vivent dans cette pension. Donc, qui nous avons Hugo. Ah. Hugo, un étudiant voilà, un peu raté, qui galère un petit peu tout le long de la première saison à vouloir passer ses examens, puis il se rate tout le temps, il veut rentrer à l'université finalement. Une sorte d'étudiant français moyen.
Exactement, il a un petit peu mon parcours en fait, j'ai galéré. Donc Hugo va finir par rentrer dans une université pas terrible. Alors dans l'animé déjà c'est pas terrible, mais alors carrément dans le manga c'est une université toute pourrie, grâce à Juliette qui le soutient énormément, qui est amoureuse de lui mais qui refuse un petit peu de l'avouer. Hugo et Juliette sont pas les seuls dans cette pension, nous avons aussi Charlotte. Alors Charlotte, vous vous en souvenez certainement les garçons, c'était la rousse un peu sexy qui se baladait toujours à poil dans la pension. C'est moins fleur bleue, alors, et d'ailleurs dans le manga et papier, oui, parce que c'est ça, il faut encore redire qu'il y a une différence. Dorothée a totalement édulcoré le truc, parce que normalement ils font la fête tout le temps, et dans le dessin animé ils font on reprend un peu de limonade. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu le problème des mangas qui passaient dans le club Dorothée, c'est comme dans City Hunter, donc Nicky Larson. Là, quand il allait à l'hôtel avec des nanas, il disait bon, on va aller au restaurant végétarien. Alors, nous on était petits, on disait ben mange végétarien, ben non, il allait à l'hôtel, il se l'est tapé. Alors je vais quand même essayer d'avancer sur les persos. On a aussi t'as tout bouffé ton temps. Exactement, donc c'est pas très gentil. Donc on a aussi Pauline, une petite dame un petit peu ronde, on va dire que c'est la commère de la pension, mais beaucoup de limonade. Et qui boit énormément de limonade, qui fait énormément la fête, qui vit donc à la pension avec Léo, son fils. Et on a, alors mon préféré c'est Stéphane. Alors lui c'est vraiment, il est complètement taré. Ce gars, il se lève le matin, il met son, alors voilà, lui il a creusé un trou entre sa chambre et la chambre d'Hugo pour pouvoir toujours l'espionner. Tout le long de la série, Hugo essaie de reboucher le trou, puis à chaque fois il se démerde à rentrer. C'est énorme. C'est l'histoire de base ou c'est... Il essaie de reboucher le trou. C'est une métaphore quelque part. C'est un petit peu ça, il essaie de l'espionner et ce mec-là part tous les jours au boulot. On sait pas quel boulot. Il va chercher du boulot, il revient tous les soirs, il a un mystérieux planning, il y a que lui qui est au courant. Et donc c'est vraiment mon personnage. Il revient avec une perruque, un maquillage. C'est mon personnage préféré. Le même parcours. Donc voilà, il se reconnaîtra dans le personnage de Stéphane. Et donc l'histoire va tourner autour d'Hugo, qui va essayer tout le long de déclarer sa flamme, surtout déjà à Juliette, qui elle aussi est amoureuse de lui, elle va pas vouloir l'avouer. Alors François, le prof de tennis hyper séduisant avec sa belle Ferrari, va rentrer dans l'histoire, lui aussi, il va draguer. Alors lui surtout a peur des chiens. C'est une spéciale chien. C'est une spéciale chien aujourd'hui. C'est une série avec des personnages très comment dire, très banal, mais en fait l'histoire est vraiment bien menée. Le résultat est très banal. Non, l'histoire est vraiment bien menée et à la fin on s'attache vraiment au personnage. Alors le manga beaucoup moins bon, les dessins, le coup de crayon était pas terrible. Peu à peu ça s'est un petit peu transformé. C'est difficile. C'est difficile pour toi, je sais. Mais c'est vrai que c'était pas terrible. Après ça s'est un peu arrondi, ça ressemblait plus à l'animé à la fin. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous cherchez Juliette Je t'aime, c'est sorti en DVD un petit peu partout. Donc voilà. Un coffret que vous achetez si vous aimez les petits chiens. Si vous voulez prolonger dans la culture japonaise, on retrouve RL, une nouvelle rubrique magnifique, le petit précis de culture japonaise. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Au Japon, on ne mange que des sushis. Mais ta gueule! Laissez-moi vous expliquer, en 3 points et dans un langage châtié, pourquoi cette idée est vraiment merdique. Point numéro 1. Dire que les Japonais ne mangent que des sushis, c'est comme dire que les Français ne mangent que du foie gras. Alors certes, le sushi, c'est un emblème mondial. Mais au Japon, c'est assez cher et on n'en mange pas tous les jours. Ça va être assez différent de ce qu'on trouve chez l'habitant, l'izakaya, le petit bistrot du coin, ou encore dans les échoppes de rue. D'ailleurs, le Japon a la meilleure street food au monde, alors pourquoi s'en priver? Point numéro 2. Même si au Japon, on mange pas tellement de sushis, par contre, on va quand même manger beaucoup de poissons. On va également manger beaucoup de plats à base de riz, notamment les donburi, qui sont des petits plats souvent recouverts de panure, notamment du porc pané, qui est très courant, ou des beignets. Et on a également les soupes de nouilles, qui sont très courantes, les célèbres ramen, mais aussi udon, soba. Il y a également beaucoup de mayonnaise et d'œufs, un petit peu dans tous les plats. Donc si vous êtes allergique, c'est dommage pour vous. Kikinasai. Point numéro 3. Les Japonais ont également des spécialités un petit peu étranges. Vous avez tous entendu parler du natto, la pâte de soja fermentée qui pue et qui glue. Il y a également les pâtisseries au Hatsuki, la pâte de haricots rouges sucrés. Vous avez également des sandwichs au yakisoba, les sandwichs de nouilles, un petit peu bourratifs. Les Japonais adorent aussi les snacks, notamment les snacks salés, à base de petits poissons séchés ou de poulpes séchées, hyper appétissants. Ils aiment aussi les gelées qui sont souvent fluo et un peu à tout et n'importe quoi. Si un jour au Japon vous avez envie d'essayer un truc vraiment bizarre, testez la gelée de café, vous allez adorer. Les ramen, ça a l'air trop bon en fait. Bien, tu fais des progrès. Par contre, si toi t'as toujours pas compris, je viens t'éclater les dents chez toi, ok? Au revoir.
Et on reste dans la culture japonaise avec le grand sujet geek. 6 minutes de reportage et d'enquête. Et juste après, nous aurons un débat. Je compte sur vous, messieurs, dames, pour être pertinent. Retour sur le phénomène français, la BD qui allie l'art graphique du manga, l'influence steampunk, et oui, vous savez, cette ambiance rétro-futuriste, et des personnages réels tels que Jules Verne et Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes. Rencontre avec 2 des 3 membres de l'équipe de City Hall, le dessinateur Guillaume Lapère et la super assistante de charme Elsa Brandt. Comment vous êtes-vous rencontrés, les amoureux? Avec plusieurs amis, on avait monté une petite association dans laquelle on créait notre fanzine. Et un jour, Guillaume est arrivé juste pour accompagner un ami. Apparemment, d'après ses dires, une fois qu'il m'a vu, il a pris son abonnement à l'année. Et à peu près quelques mois après m'avoir rencontré, il a arrêté ses études de droit. Et je sais pas pourquoi, mais sa maman l'a pas très bien pris. Moi, j'ai pas fait d'études, donc au moins le problème était réglé. Comment est né City Hall? C'est arrivé en 2 temps et à 2 années et demie d'intervalle. Le premier temps, c'était un dimanche après-midi. Rémi devait s'ennuyer ferme chez lui, il pleuvait dehors. Alors peut-être que la télécommande était posée sur la table de salon, en tout cas trop loin du canapé. C'était un reportage sur la mairie de Londres sur Arte. Et à longueur de reportage, City Hall, City Hall, City Hall, City Hall, City Hall de Londres, City Hall par-ci, City Hall par-là. Et il m'a appelé, il m'a dit « Je voudrais bien faire une bande dessinée qui s'appellerait City Hall ». Je dis ouais, ok, ouais, ça parle de quoi? Il me dit je te rappelle. 2 ans et demi plus tard, il a envie de faire sa propre ligue des gentlemen extraordinaires avec Jules Verne en chef de file, puisque c'est un grand fan de l'œuvre de Jules Verne. Donc il voulait constituer sa petite équipe avec Jules Verne en tant qu'inventeur, Arthur Conan Doyle en tant qu'enquêteur, Malcolm X en tant que leader charismatique, Harry Houdini en tant que manipulateur et Amelia Earhart pour le côté aventurière, parce que Indiana Jones il était déjà pris, donc du coup... Et il me dit j'ai pas de titre pour ce truc-là, et je voudrais faire un truc autour de l'écriture, tout ce qu'on écrit prend vie, etc. Je dis bah écoute, City Hall, c'est vachement bien. Ah ouais, City Hall. Ça se passera à Londres, ce sera steampunk, 1900, etc. C'est parti comme ça. Le pitch de City Hall. Imagine qu'un seul instant que le papier a été interdit depuis plus de 200 ans et l'écriture manuscrite est interdite. Parce que tout ce qu'on écrit sur les papiers prend vie. Dès les premières pages de City Hall, on a un super criminel qui a réussi à refabriquer du papier et qui s'en sert pour tuer. Le maire de Londres, de City Hall, a un joker qu'il aurait jamais espéré devoir s'en servir, mais il va le faire. Il décroche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Et Jules Verne, jeune écrivain numérique, accompagné de son assistant ou porteur de machine à écrire numérique, qui est Arthur Conan Doyle, le futur papa de Sherlock Holmes, déboule dans le bureau du maire. On va leur donner le dernier carnet qu'il existe dans les coffres-forts de la mairie de Londres. Ils vont devoir descendre dans la rue, enquêter sur l'identité de ce super criminel. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les forces de police de City Hall vont devoir faire appel aux 2 plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Elsa, quel est ton travail sur la série? Sur une page de City Hall, concrètement, Guillaume va faire le storyboard. Ensuite, il va faire son crayonné. Et sur ce crayonné, moi, je vais faire ce qu'on appelle la line des décors. Donc le tracé extérieur, le squelette d'un décor. Et par-dessus, Guillaume va rajouter sa patte, son traité à lui, et il va faire les personnages et le reste de la case. As-tu des regrets sur tes premiers albums? Dans chaque album, j'ai des regrets. Mais en même temps, comme ça correspond à une période particulière de ma vie, il s'est passé des trucs. Je me souviens, si je regarde certaines pages de mes albums, je me souviens qu'à ce moment-là, il s'est passé tel truc dans ma vie personnelle. C'est toujours très lié au quotidien, à ce qui se passe. Des regrets de mise en forme, des trucs que j'aurais fait différemment, oui, il y en a plein, mais en fait, je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait. Ouh, fier il peut. City Hall explose les ventes en France, le propulsant comme le nouveau maître du manfra, manga français si vous préférez. Quelles sont tes influences en BD? Pour City Hall plus particulièrement, c'est Takeshi Obata. Je revendique, j'assume. Le jour où j'ai eu à faire le design des personnages de City Hall, de Jules Verne et de Conan Doyle en particulier, j'avais acheté le premier album de Bakuman, le premier tome de Bakuman. J'attendais cette série avec grande impatience. J'avais donc ma pile de feuilles blanches pour faire les designs, et j'avais le premier Bakuman à côté. Si on va le faire quand même, bon si on le fait. Comment as-tu mixé le manga avec la BD européenne? Je me laisse aller. Donc si c'est un découpage franco-belge, ce sera un découpage franco-belge parce que ça correspond à la scène. Si c'est une scène bien évidemment de baston, ce sera un petit peu plus dynamique avec un découpage éclaté, les cases en biais, en biseau, façon manga, et encore je trouve que je vais pas au fond de la chose. Et de temps en temps, il y a mes influences comics qui ressortent. Mais je me pose pas vraiment la question de avant, je me laisse plutôt aller, quoi.
Écoutez-vous les remarques des fans? Oui, on écoute tous les retours. Il y a même des personnes en convention qui nous donnent des idées pour la suite. Donc on prend dès qu'on écoute tout et puis on fait le tamis à la maison et on réutilise certaines choses. Quelle est la remarque la plus surprenante d'un fan? La première, c'est notre toute première séance de dédicace. C'est la première fois qu'on voit donc le public manga, 2 jeunes filles, elles doivent avoir 14-15 ans, qui rentrent dans la boutique Spay Manga et qui tendent donc le City Hall pour une dédicace et qui nous disent « Je voudrais comme dessin Jules Verne parce que Jules Verne, il est trop cool ». Et moi, on tombe des nues. Arriver à faire dire à 2 jeunes « Jules Verne, il est trop cool ». Ok, c'est complètement improbable. Et la seconde, un jeune pareil, d'une vingtaine d'années, qui avait acheté le premier album, qu'il avait lu directement, qu'il avait reposé dans son étagère pendant quelques semaines, et sachant qu'on était à Japan Expo et donc sur place, il a ressorti pour le montrer à un ami, et en regardant une deuxième fois la couverture, il s'est aperçu qu'on était des Français. City Hall devait s'arrêter après 3 tomes, mais le succès aidant, la série va se prolonger sur plusieurs cycles à venir. On attend donc l'inventeur Tesla dans les prochains albums. Je suggère aussi Eugène Poubelle, mort en 1907 et inventeur de la poubelle, ou Édouard Coucou, ou Gustave Ballet, ou... Bon, allez, je m'arrête là. Il est temps de lancer un débat de fond. Un débat d'investigation. Voilà, je vais faire que des rimes en on. Les amis, la culture française est-elle menacée par l'influence japonaise? Et là, je me tourne vers Carole. Car Carole, comme tu le sais, tu vas commencer. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça menace? Est-ce que finalement c'est un manque d'imagination? Moi je me pose cette question. D'ailleurs chez vous, vous pouvez aussi réagir avec le hashtag. Je pense qu'en France, on manque peut-être pas d'imagination, sûrement pas d'imagination, mais on manque d'ouverture. Et je pense que c'est très bon parce que, écoute, ça ouvre l'esprit. Moi, la culture japonaise m'a ouvert l'esprit sur tout un tas de choses. Et je pense que la culture française n'est pas menacée par la culture japonaise. Mais si on pouvait se japoniser un petit peu et avoir l'esprit plus ouvert à l'image des Japonais, eh ben, c'est pas plus mal. Les Japonais ont l'esprit ouvert? Oui. Ah, un nouveau débat. Ah bon? Je savais pas que c'était un peuple insulaire qui détestait les étrangers. Moi, je sais pas, parce que toi, tu as été au Japon, Carole, tu as été au Japon, RL a été au Japon aussi. Et on m'a dit que c'est... Davy n'a pas été au Japon, c'était à Taïwan. J'apporterais en fait... Précision. C'est pas... Je pense que les Japonais, c'est pas forcément qu'ils sont ouverts, mais ils sont très réceptifs aux autres cultures. Artistiquement. Voilà. Ouais, alors que c'est vrai que la France a peut-être un peu plus de mal. La France a une culture incroyable et très intéressée par tout ce qui se passe, mais c'est vrai qu'ils ont... On est très fermés. On a moins tendance à s'entraîner. Il y a le comics, il y a le manga, il y a la BD franco-belge, et c'est pour ça que tu vois plein de gens qui vont lire que du comics, ou que du manga, ou que de la BD franco-belge. Mais moi, je travaillais sur un projet là, un peu secret, j'ai pas le droit d'en parler. Mais... Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Non, mais sur un gros dessin animé qu'on a eu en France, et je devais travailler sur un scénario adapté. Excuse-moi, j'ai un rhume. Voilà, mais on m'a dit, ok, vous pouvez, les Japonais m'ont dit, ok, mais ça sera vendu qu'en France. Donc je bosserai sur une licence japonaise, une grosse licence japonaise, mais j'aurais pas le droit de le vendre au Japon. Peut-être que si... Tu restes un gaijin, malgré tout, c'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu restes quand même un étranger finalement, même s'ils nous adorent. Par exemple, les Japonais sont fans de Lady Oscar. Parce que ça raconte l'histoire de la France, ça se passe en France. Est-ce qu'ils pensent pas qu'on vive tous avec des perruques? Oui, mais si, le font. Et des petits costumes. Je crois que David Brown n'aime pas du tout cette blague. Mais c'est ce que effectivement, je pense que c'est ce que tu voulais dire. On restera toujours quand même un Français qui va vivre au Japon restera. Oui, parce que finalement, on a aussi le même problème avec les comics. On l'abordera dans une future émission. Mais au Japon, c'est clair que il y a des mecs qui sont nés là-bas, des blancs sont nés là-bas. Ils ont 40 ans, ils ont vécu 40 ans là-bas. Le petit gosse qui a 5 ans, il le regarde. Pour lui, c'est un étranger. Tout à fait. Mais ça, c'est non-stop, quoi. Eh ben, écoutez, je trouve que c'est un très bon débat. Je vais vous donner un petit plus. Moi, j'ai envie de vous donner un petit plus. Je croyais que tu allais nous donner un bon point chacun. Un petit suisse. C'est un bon point. Ouais, non, la vache qui rit. Moi, je préfère la vache qui rit. Il y a Jacques Martin qui va arriver, il va nous demander d'aller chercher les cadeaux. Ouais, c'est bien ça. Comment je peux rebondir là-dessus pour introduire Fred et Seb? Vous les retrouvez tout de suite. Avec un focus sur Il était une fois la vie. Vous vous rappelez du générique? La vie, la vie, la vie. Voici la vie. Au revoir. Voici le sujet. Je vous laisse avec vos conneries. Encore un cadavre. Bon, à mon avis, c'est une infection microbienne. Tu sais, c'est les petits trucs qui sont jaunes avec une coiffure verte et un nez rouge. Ah, comme dans Il était une fois la vie? Comme dans Il était une fois la vie. Tu t'en souviens de cette série? Il y avait 26 épisodes, c'est diffusé sur France 3 et c'était la meilleure série éducative qui ait jamais existé.
Et il y avait plein de séries. Il était une fois les explorateurs, Ouais, il y a plein de il était une déclinaisons. fois l'homme, il était une fois L'Amérique, les découvreurs. les découvreurs. Enfin oui, il y a eu plein de versions de ça. Je pense qu'il est mort aussi parce qu'on voit que les petits globules rouges là, ils courent plus dans ses veines. Et non plus de sac à dos avec des bulles comme ça de savon. D'ailleurs, il y a un épisode sur la circulation sanguine où on voit effectivement le vieux globule mourir et ensuite revient à la vie en version tout bébé et on lui refout des. Ouais, directement. Allez, vraiment, c'est feignasse. Ah putain, elle ma retraite. Il y avait plein de personnages qui avaient les influx nerveux qui étaient représentés par des espèces de petits spermatozoïdes un peu bizarres. Il y avait les macrophages aussi, c'est des espèces de bennes. Oui, c'est vrai qu'ils mangeaient les déchets, le pu et tout ça, ouais, exact. C'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment du Dickens. Genre, il y avait la petite qui faisait tomber des bulles d'oxygène comme ça. Ah, et t'avais le gros qui fait ouais, non, t'inquiète, je vais te les porter pour toi. Oui, c'est exactement ça. C'était la tristesse, quoi. C'était les violons, on manquait plus que l'écran avec un tambour. D'ailleurs, ouais, il y a des parallèles qui sont un peu douteux qu'on peut faire comme ça. Genre, on mettait des petites créatures, on les mettait dans des fours, comme ça, pour les brûler. C'était les petits sucres, les glucides, les trucs comme ça. Ils sont tout heureux, ils arrivent comme ça. Les petites mascottes, les petits Pokémon. Et ils foutent dans un four. Et ils les mettent dans des fours. Faut rajouter un bruitage. Cette série, elle est géniale, mais elle est aussi très cruelle. Bon, on va bouffer. Ouais, moi, ça m'a donné faim. Ça m'a donné faim, et puis le cadavre, ça me donne envie de manger de la viande crue. Ok, allez, on y va. Et on poursuit avec la rubrique série télé de Joe. Va-t-il réussir à nous placer un chien là-dedans? Réponse tout de suite. Eh bien non, pas de chien dans cette série, je le dis tout de suite. Alors, je nique le suspense dès le départ, ça ne sert à rien. T'as toujours été une truffe. Dans la série dont je vais vous... Merci. C'était le dernier plan. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la série Suits, une série qui a été créée en 2011 pour la chaîne USA Network et sur Série Club en France. On regarde tout de suite la bande-annonce. Voici Harvey Specter, arrogant, égocentrique, prétentieux. Vous m'avez cerné. Nous allons engager un nouvel assistant. N'importe quelle page. La responsabilité civile est engagée Soit en raison d'un d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive. Comment retenez-vous tout ça? Une fois que je l'ai assimilé, je peux plus l'oublier. On a une nouvelle recrue. Tu dois tout savoir de sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. C'est vous le responsable. Oh. C'est beau, ça bouge, c'est en couleur. Très sympa. Exactement. Alors cette série s'intitule Suits, donc qui en français signifie costume. Alors je vous rassure, ce n'est pas une série qui suit le destin d'un tailleur qui doit faire un costard génial à chaque épisode. Pourtant, tailler, c'est sympa. Mais c'est sympa de tailler. Mais Ça non, dépend en français, Suits signifie également procès. Donc avec Suits, on se retrouve face à ce qu'on appelle un legal drama. Alors un legal drama aux États-Unis, c'est des séries comme Law & Order, comme Perry Mason dans les années 70. Enfin voilà, tous ces trucs. Même comme Ali McBeal, c'est-à-dire que le dénominateur commun de toutes ces séries, c'est qu'il y a des procès dedans. Pitchons donc, ça se déroule dans le milieu des avocats new-yorkais, dans un cabinet qui s'appelle Pearson & Hardman. C'est une série qui se passe au cabinet Dans un cabinet d'avocats, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une sorte de Là, programme alors, court. Joe, oui. Comme c'est quand même, ça fait pas longtemps que t'es avec nous, Rurik vient de te flinguer. Voilà, je te traduis. Il vient de me flinguer, très bien. Bah écoutez, formidable. Continuons. Donc, Suits raconte les aventures de Mike Ross et Harvey Specter. Mike Ross est un jeune New-Yorkais, un petit peu loser, mais qui a une faculté toute particulière, c'est-à-dire qu'il a un talent de mémoire, de mémorisation et de synthétisation, oui, tout à fait, de toutes les infos qu'il lit. C'est-à-dire que s'il lit le code pénal, il le connaît par cœur. Donc ça, c'est assez pratique dans la vie. Mais sauf qu'il n'est pas diplômé de Harvard. Ce qui ne va pas empêcher Harvey Specter, l'autre personnage principal de la série, qui est très très bon, qui est Comment il s'appelle Harvey Specter. Comment tu dis Harvey Specter. Harvey Specter. Harvey Specter, Harvey qui est Specter. considéré, qui est présenté comme le meilleur avocat new-yorkais, limite le meilleur avocat du monde. Harvey Specter. Et il va recruter ce Mike Ross dans l'illégalité la plus totale, puisque son cabinet d'avocats ne recrute que des diplômés d'Harvard. Donc toute la série, tout le nœud de la première saison va reposer sur cet argument narratif, comment le plus grand avocat de New York va recruter dans l'illégalité un nouvel assistant. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, vous allez comprendre en regardant la série. Ce qui est en tout cas parce qu'elle est intéressant. très drôle, elle est très drôle. Là, on a l'impression que c'est quelque chose de très C'est vraiment sérieux, une série très de marrante. thriller, mais pas du tout. C'est très très fin, c'est super bien. Ouais, non mais attends, Et ça a puis, l'air génial. on parlait de comic books tout à l'heure, et je pense que les gens qui sont par exemple fans de Batman pourront même apprécier cette série. Pourquoi C'est parce qu'il y a la phrase de fin du premier épisode, il se compare à Batman, c'est pour ça qu'il entre autres, il y a effectivement, il balance pas mal de punchlines. C'est vraiment une série où, et c'est là qu'on sent que le mec a travaillé dans le sitcom avant, ça se balance des punchlines à
à tire-larigot, comme on dit. C'est vraiment ping-pong. T'en as un qui fait une vanne, t'as l'autre qui rebondit, t'as encore l'autre qui rebondit, t'as un mec dans le couloir qui passe, qui rebondit là-dessus. En fait, comme la série Newsroom dont je parlais la dernière fois, c'est vraiment des personnages qui ont envie d'avoir raison sur la personne en face d'eux. Donc c'est que des joutes verbales avec des petites phrases cinglantes. J'ai envie d'avoir raison sur toi. Eh bien, écoute, je te propose de regarder la série et tu verras que j'ai raison. Un détail que je trouve. Enfin, j'ai vu que le pilote de la série. Ouais. Mais des fois, quand les mecs se parlent, il y a tellement un jargon d'avocat que en fait t'as l'impression de pas pouvoir gérer. C'est-à-dire que t'es là, tu regardes. Oui, mais est-ce que tu l'avais pas dans l'urgence? Ah oui, parce que. Et à la fin, ça fait machin. Et à la fin, je fais. Eh oui. Donc j'ai eu raison. Et là, à la fin, j'ai fait. Ah bah je pense que c'est cool parce que mais des exactement. Ouais, mais Urgence a été basé série. sur le même truc. Urgence, c'était le point fort de la série, c'était ça. C'était un jargon médical que je pouvais pas comprendre. Même les acteurs ne rien comprendre. Ouais. Et est-ce qu'il y a des rires enregistrés dans cette série? Non, il n'y a pas de rire enregistré. Par contre, nous avons des rires enregistrés en plateau. Alors, repassons sur les personnages. Je disais qu'il y avait une sorte de. Peut-être que tout le monde ne va pas voir la même chose, mais moi j'ai vu une sorte de métaphore avec Batman, puisque on pourrait comparer Harvey Specter. Harvey Specter, je ne sais pas si on peut le voir là sur l'écran. En tout cas, c'est le plus grand avocat new-yorkais et on pourrait clairement le comparer à Batman. Déjà, il est joué par Gabriel Macht. Gabriel Macht a déjà joué le rôle d'un super-héros dans un film pas totalement réussi qui s'appelle The Spirit de Frank Miller. C'est lui qui jouait le rôle du C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. En tout cas, il est charismatique et en même temps, il est assez mystérieux. On se demande en regardant la série s'il n'y a pas un trauma lié à son enfance, un petit peu comme Bruce Wayne, et la série ne lève jamais complètement le voile. Personne comme Bruce Wayne, s'il te plaît. Non mais ce mec-là pourrait jouer Bruce Wayne à mon avis. À côté de ça, on a Mike Ross qui est clairement son Robin, qui est présenté comme son sidekick. Alors comme Robin, il est un petit peu foufou, parfois on n'arrive pas très bien à le contrôler, mais en même temps c'est souvent lui qui trouve la clé de l'énigme et qui apporte à Harvey Specter les éléments qui vont lui permettre de gagner ses procès. C'est un peu Sophie de l'inspecteur Gadget. Exactement, c'est un petit peu le Sophie de l'inspecteur Gadget ou le Robin du Batman, vous pouvez y voir un petit peu ce que vous voulez comme métaphore. Et à côté de ça, donc on a tous les autres personnages secondaires, parmi lesquels beaucoup de femmes, il y a énormément de femmes dans cette série, qui sont des femmes fortes. La directrice du cabinet d'avocats, qui s'appelle Jessica Pearson, est une femme. Elle jouait également dans Angel, donc c'est une femme, elle est black. Si vous aimez Ally McBeal et que vous aimez Mad Men et que vous avez envie d'une série qui soit justement un peu deux séries qui ne regardent pas. Non, oublions cet homme. Si vous aimez Ally McBeal et que vous aimez Mad Men, mais que vous aimeriez une série qui rassemble un petit peu les meilleurs éléments de ces deux séries-là, regardez Suits. Exactement, c'est un petit peu moins chiant, c'est plus rythmé, il y a beaucoup d'humour, mais en même temps chiant. Mad Men, moi je suis fan, mais c'est pas une par contre, Ali McBeal, c'était grandiose. Regardez Suits. C'était grandiose. Plus tu parles de Suits, plus j'ai envie de te tailler un costard. Ce sera le mot de la fin, mesdames, messieurs. Et nous allons rester en plateau puisque maintenant c'est à Davy de passer sur le grill. J'ai pas fait ma chronique. Davy, je suis ravi, nous avons retrouvé ton petit frère, Rurik, puisque Rurik, tu as une très bonne anecdote qui nous est arrivée. Oui, il y a, je sais pas, je veux dire 4-5 mois, David et moi étions dans un bar très proche dans un lit, mais là, dans cette anecdote, on est dans un bar. Et il y a un fan qui arrive, et on se touchait le dos. C'est parce que j'avais mal. Et il y a un fan qui arrive qui fait hey, vous êtes David Fressino et vous êtes David Mourier. Non, je ne suis pas David Fressino. Voilà. Je peux même constater que Davy a un peu plus de cheveux que toi. Je n'aime pas du tout j'ai lancé le débat. J'aime pas. Je quitte ce plateau. Davy, je disais tout à l'heure en entrée d'émission que tu as commencé sur le web. Moi, tu es un des premiers créatifs que j'ai vu depuis très 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 longtemps quand on envoyait encore des vidéos en 512K sur des sites en Real Player. Real Player, si tu nous regardes. Et depuis, tu as eu fait un sacré petit bonhomme de chemin. Tu es passé par une chaîne de télé concurrente, donc je ne la citerai pas. Énorme TV2. J'ai cité tout à l'heure, j'ai dit No Life, tu vois. D'accord, oh là là, qu'il est fort. Il y aura un petit bip, Non, mais moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, t'as été un des premiers à faire des vidéos sur Internet. T'as bifurqué il y a 2-3 ans maintenant sur le Golden Show. Avec François Descraques, quand tu as fait des petits bisous, Monsieur Poulpe. Et là, tu poursuis l'aventure avec produit par Alexandre Astier, quand même. Oui, bravo. Cet homme réalise un fantasme de beaucoup de gens qui nous regardent. Et tu es aussi un auteur prolifique. Et ça marche bien. Et donc tu as maintenant 15 minutes de promo, rien que pour toi. Ça sera pas 15 minutes. Alors, j'ai sorti une BD dernièrement qui s'appelle La Petite Mort, voilà, chez Delcourt. C'est une BD qui parle de l'enfance de la mort. En fait, c'est papa et maman morts, ils ont un enfant. Et il l'envoie à l'école parce que plus tard il va devoir faucher les humains. Donc du coup il va à l'école avec des humains pour apprendre un petit peu comment ça fonctionne les humains, tout ça machin. Mais donc la petite mort essaye de pas trop les aimer parce qu'un jour elle va devoir les buter. Donc elle est un peu embêtée puis elle tombe amoureuse. Enfin la petite mort c'est un garçon donc elle tombe amoureuse
d'une fille, et la fille elle veut pas lui parler parce que c'est la mort, voilà. Et Ça se trouve, c'est vrai. Très mignon. Mais que c'est joli. Moi j'ai adoré. Oh, il y a des couleurs. Je l'ai lu de la Carole l'a lu. dernière Carole, c'est une bonne page, et élève. Je l'ai lu également. Je me suis régalée. Tu fais vraiment partie de cette génération un peu plus âgée que les tout petits qui font des vidéos sur Internet. C'est que tu as vraiment ce côté multicarte qu'on retrouve aussi chez François Descraques, chez Monsieur Poulpe. C'est-à-dire vous êtes comédien, humoriste, vous réalisez, vous écrivez, vous faites de la BD. Il y en a même qui font de la chanson. Ils font tout moyen, au lieu d'être Ah, c'est gentil pour des vies, dis donc. Un peu moyen quand même. Ah, les engueulés. Faut quand même le dire. C'est comme le mec qui fait électricien, serrurier. Il gagne bien sa vie le samedi soir quand tu es devant ta porte de ton appartement comme un con. Il gagne très bien sa vie grâce à toi. qui tue. Hello qui tue. Ah, ça c'est énorme. Ça c'est une bonne blague. Il y a plein de fausses pubs à l'intérieur, il y a plein de... Oui, c'est ça qui est drôle, c'est une BD un peu, enfin pas interactive, mais en tout cas, il y a des jeux vidéo. si, il y a Il y a le jeu vidéo de la petite mort, effectivement. à l'intérieur que tu peux télécharger gratuitement, il y a un dessin animé de la petite mort, et j'ai tout mis ce que je savais faire dedans en fait. Voilà. Et oui, donc tu montes sur scène, donc là carrément c'est le truc un peu mainstream en fait. Mainstream, carrément. Alors, est-ce que tu veux dire que c'est un vendu Non, mais je veux dire par là, le passage sur scène, c'est quand même the next step, quoi, le truc. Déjà, c'est du stand-up ou c'est un spectacle Non, c'est un seul en scène. C'est un sit-down en parce fait. que je veux pas faire des blagues en disant, vous avez remarqué, les femmes, elles sont pas comme nous, des fois, elles ont des nichons, elles J'entends de mon siège, pardon, excusez-moi, je suis revenu. Non, l'idée c'est que... Tu veux pas faire du Gad Elmaleh, c'est ça que tu veux dire par là? Non, je veux pas voler mes blagues aux États-Unis effectivement. Ouais. Mais Ça a des noms. Mais c'est vrai. Alors, est-ce que c'est une vraie rumeur ou c'est pas une vraie c'est rumeur? pas une rumeur, c'est vrai. C'est avéré. C'est avéré. Vas-y, tout à fait. balance. Mais il y a énormément d'auteurs sur scène qui volent aux États-Unis. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a Internet et que ça se voit. Et c'est un peu con. Alors maintenant, ils font. Oui, mais en fait, c'est un hommage. Je crois qu'il y a eu un gros problème avec le mec de Jerry Seinfeld. Seinfeld, Chris Rock, c'est les mecs qui sont les plus volés aux États-Unis par les Français. Moi, j'avais envie de finir avec un dernier quiz. Attention. Alors, vous êtes forcément très bien placé pour y répondre. Ça ne va pas nous faire rire. C'est un quiz Rurik ou Davy. Ça va être plutôt pour Carole et Joe, hein, et le public. Oh là. Attention, je vous donne une indication. Mais moi j'aime bien. Alors, je vous donne une indication et vous me dites si ça concerne Davy ou Rurik. Oui. Il joue dans un groupe de musique. C'est Rurik. Moi je ne. Peut-être les deux. Ça peut être les deux la Davy, réponse. non. Moi, j'écris des chansons, donc Ça ne compte pas, c'était Rurik la bonne réponse. Très mal préparé, c'est Ça ne lui coûte pas cher en cheveux. Hein? Chez le coiffeur. Tu devrais avoir les cheveux longs. En cheveux. Pourquoi t'as pas les cheveux longs? Quand j'étais petit, j'avais les cheveux à la taille. Ah voilà, c'est ça. Mais je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est ça. On m'appelait Un peu des comme- fois le garçon-fille. On l'appelait la petite fille de The Ring. Sexualité ambiguë. Ah, mais c'est les deux là. Il a été chez un psy. Davy. Ouais, puisque tu le racontes sur scène, on parle sous... 9 ans de psychanalyse, donc ça va. C'est vrai. Ça va. Et alors, Tout ça t'a c'était fait ma du mère. bien? En fait, en Alors, ça général, t'a fait du les bien artistes, ils vont sur scène et après ils font une Bien. psychanalyse. Ouais. Davy, il a fait l'inverse. Il a fait déjà la psychanalyse et après il a été sur scène. Allez, je finis. Vin Diesel jouera son rôle dans une adaptation de sa vie au cinéma. Oh bah des Personne. Personne, vrai parce que qu'ils ne Vin sont Diesel pas en Ardèche. assez musclés. On enchaîne avec la dernière rubrique de cette émission, la shopping list. On se retrouve juste après pour que chacun puisse donner son petit plus à son vote. Et voilà, un nouveau numéro de la shopping list là toute. Dis donc mon petit bonhomme, ça tourne là. Hein. Alors tu restes calme, tu fais silence, c'est tournage là. Hein. Allez, c'est parti. Madoka Magica chez Doki Doki. Une histoire incroyable pour un manga. C'est une fille, elle est au collège, elle rencontre quelqu'un, elle a des pouvoirs, elle fait la magie. L'attaque des titans chez Pika, c'est une sélection Asmaria. Asmaria n'est pas une collection ou un truc obscur, c'est un téléspectateur de plus ou moins geek qui nous a conseillé, en tout cas qui vous conseille, de choisir ce petit bouquin pour l'offrir en cadeau. Alors c'est l'histoire en fait de titans gigantesques, hein, c'est normal, c'est les titans qui vivent derrière un énorme mur et puis les humains derrière ils sont là, ah super, on est protégés. Sauf qu'un jour le mur il pète. Décidément, je pense que Game of Thrones a vraiment pourri beaucoup de monde. Il nous rajoute également que c'est un manga pour les gens qui aiment le post-apocalyptique avec des créatures spéciales. J'espère que le manga vous plaira et que vous le proposerez dans la shopping list. Cordialement, je vous aime, Asmaria. Moi aussi, je t'aime, Asmaria. Fury, édition Blu-ray chez Carlotta Film. Oh, que c'est bon! Oh, que c'est bon, Brian De Palma remasterisé! Oh, que c'est bon, Kirk Douglas qui ressemblait pas encore à ça! Oh, que c'est bon, une version 2K de plan séquence de dingue. Parce que oui, Brian De Palma était un génie. Le pitch, simple. Un petit gamin qui a des pouvoirs psychiques, il est là, j'ai des pouvoirs psychiques. Il disparaît. 1 an plus tard, une médium, elle est là. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'entends le gamin qui a disparu il y a 1 an.
C'est bon. D'ailleurs, moi aussi j'ai un pouvoir. Je peux entendre les choses. C'est moi ou t'es vraiment une quiche? Ah non, ça c'est mon ami imaginaire. T'es con, mec. Trois peuples, c'est sorti chez Glénat. Le pitch est assez simple. Les lémures est un petit peuple d'êtres mignons qui a été mis en esclavage par des humains tortionnaires et sadiques, certainement qui devaient les obliger à faire leurs devoirs à la maison. Alors on peut certes dire que le graphisme est intéressant, mais il y a un vrai manque d'ambition et d'envergure dans la mise en scène des combats. Le tome 1 s'appelle L'héritage du feu. Et croyez-moi, comme héritage, c'est quand même pas terrible. Dans la shopping list, on pense aussi à nos amis les mamans. Oui, les mamans ont le droit d'avoir des cadeaux. En l'occurrence, je vous conseille la saison 8 de Bones. Alors oui, la saison 7 s'est arrêtée sur une sorte de petit cliffhanger tout pourri où elle est accusée d'un meurtre. Laissez-moi rire, c'est une série américaine, elle va être vite dédouanée. Et elle joue aussi avec David Boreanaz, toujours aussi monolithique avec le charisme d'un clou de girofle. En tout cas, un petit DVD à regarder avec sa maman, devant la télé, devant un bon plateau repas. Et attention, si vous mangez du poulet, vous risquez de tomber sur un os. Bones, os. Igor Shak, un designer de talent, vous propose le canapé Space Invader. Oh, un bien joli canapé inspiré de ce jeu mythique des années 80 et qui coûte juste 5 000 $. Et ben voilà, je crois que c'est le moment de repartir en plateau. C'était bon, mais l'émission touche à sa fin. C'est le moment où nos chroniqueurs et notre invité vont donner un petit plus aux chroniqueurs ou à la rubrique qui l'a le plus plu dans l'émission. C'est pas facile à dire. Davy, qui t'a le plus convaincu parmi ces trois-là? Qui je vais virer? C'est horrible. Non, moi je pense que c'est la rubrique sur Sweet qui m'a le plus plu parce que The Thing, j'ai un peu vu, j'ai un peu vu et ben grâce à vous, j'ai découvert cette série hier, je m'y suis mis, j'ai regardé, je pense que je vais continuer. Et bah cool. Rurik. La BD m'intéresse beaucoup parce que je l'ai pas lue, mais j'ai envie de séduire cette femme. Alors je vais dire, j'adore ta série, je vais la regarder. Oh, cette excuse est pour Carole. Je regarderai tout pour la séduire. Exactement. Ah, tu l'aimes vraiment bien. Carole, à toi, qui tu donnes ton plus? Eh bien moi je donne mon petit plus à Davy parce que voilà, moi j'ai eu l'occasion de lire La Petite Mort et voilà, sa manière de tourner justement la mort en dérision et de donner vie à ce petit personnage attachant, eh bien moi j'ai trouvé que c'était très bien, voilà. Joe. Eh ben, je vais rejoindre Carole, je vais la rejoindre tout de suite d'ailleurs. Ah non, je vais cacher l'écran. Je donne mon point à David Mourier car je trouve que dans son œuvre, il y a de la sensibilité, de l'humour et de la gravité et réussir à mélanger tout ça. La gravité, tu veux dire et tu peux te remettre assis aussi. Oui, je vais me rasseoir. Donc si je me mets comme ça, c'est pas mal. Non mais bouge pas, tu vas voir. Je vais me rasseoir. Voilà, moi normalement j'ai pas le droit de voter, mais j'ai envie de voter parce que c'est comme ça, je suis le chef. Moi je te donne mon petit plus pour Suits parce que j'adore, c'est grâce à toi quand même que je l'ai découvert et c'est franchement une série d'enfer. Avec les petits Suits. Les petits Suits. Et je sors un petit plus de ma poche, un plus d'escroc, tu vois, un petit plus caché que je donne à Lily parce que c'est vachement bien et j'adore ce mec, ça fait un bout de temps que je suis. Pardon. Oh non, j'ai jamais un chat dans la gorge, qu'est-ce qu'il y a? J'étais justement en train de dessiner une bite, c'est marrant. Il est temps de parler. Amis téléspectateurs, on se quitte. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Geekbook et Geekter et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Plus ou Moins Geek. Allez, salut, bye bye. Thank you.